Bien, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Les suivants nous rejoindront en cours de route. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être venus à notre rendez-vous annuel autour de notre étude Spectrum Benchmark qui s'intéresse au marché de la Digital Workplace. Donc, on va passer une grande première partie de ce webinaire à aborder les sujets d'actualité, les tendances du marché de la Digital Workplace en 2022. Pour ça, on a la chance aujourd'hui d'accueillir les représentants de 5 solutions du marché, 5 solutions françaises du marché, qui vont pouvoir nous apporter leur vision. Donc, on a 5 grands sujets abordés ensemble. Voilà, donc c'est des sujets qui sont traités également dans l'étude de cette année, bien sûr, avec la contribution des éditeurs présents aujourd'hui. Et puis, en deuxième partie, je vous introduirai la partie purement analyse et segmentation du marché avec voilà, les petites nouveautés de cette année. Donc, quelques mots quand même sur Spectrum Group et puis sur Spectrum Benchmark. Donc Spectrum Group, très rapidement, donc on est une ESN qui travaille de bout en bout des projets numériques, donc du cadrage très amont des projets jusque dans la conduite du changement, en passant bien sûr par la mise en place technique à travers nos différents partenariats. Alors justement, Spectrum Benchmark s'insère dans la partie vraiment cadrage amont. Donc l'idée de cette démarche, c'est de vous aider à faire les bons choix technologiques. Donc ça se présente comment? Spectrum Benchmark, c'est une application en ligne, voilà, qui est assez historique chez Spectrum, qui proposait initialement de comparer les outils de réseaux sociaux d'entreprise. Elle s'est rapidement enrichie. Voilà, on a élargi le périmètre de solutions. Aujourd'hui, c'est tout l'outillage collaboratif et même d'autres domaines logiciels. Donc, on a 4 livres blancs par an donc, qui visent à éclaircir différents marchés logiciels. Donc, l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 6e édition autour de l'outillage collaboratif. Donc à ce jour, il y a à peu près 80 solutions, tous domaines confondus, qui sont analysées, expliquées à travers les pages de notre site dédié. Voilà, c'est des outils gratuits, accessibles en ligne, justement, sur notre site internet. Et puis, pour aller plus loin, on a des prestations pour l'aide au choix de solutions et l'accompagnement projet. Donc, on va commencer par les différents sujets d'actualité avec les 5 représentants des solutions voilà, de 5 solutions françaises du marché. Donc, on a Lionel de Wimi, Thomas de Waller, Wangan de Jalios, Alain de GameSpot et Arnaud de Talkspirit. Donc, on a 5 solutions polyvalentes, voire très polyvalentes sur ce marché. Elles sont issues d'horizons assez différents, mais pas mal de points communs, donc des solutions relativement concurrentes. Donc, il va être assez intéressant de discuter avec eux des différents sujets. Donc, je vais les laisser se présenter en quelques mots. Voilà, donc eux, et puis surtout leurs produits. Et puis après, on pourra attaquer les différents sujets. Donc, je vous propose de commencer le petit tour de table. Mais déjà, avant de me présenter, je tenais à te remercier Spectrum d'avoir mis quand même la lumière sur un sujet qui nous semble à tous important, qui est la souveraineté. Et donc, je te remercie pour ça, même si ce n'est pas forcément le sujet principal aujourd'hui. Donc, je suis Lionel Roux, je suis cofondateur et directeur général de Wimi. Wimi, en très rapide, c'est une plateforme qui rassemble 3 grandes dimensions fonctionnelles qui sont d'une part la partie sociale pour les cas d'usage autour de la communication, le mode projet et la gestion documentaire. Voilà. Et comme dernière spécificité, c'est vrai qu'on a un positionnement avancé sur les aspects sécurité, cybersécurité. Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis le fondateur et le dirigeant de Waller, qui est une plateforme à la fois de réseau social d'entreprise et une plateforme collaborative
on adresse, je dirais, les besoins qui vont du simple réseau social d'entreprise jusqu'à la digital workplace complète en passant par une solution intranet et évidemment tout le panel collaboratif. Ok. Notre spécificité, notre ADN, peut-être un petit mot aussi, très proche de la sécurité aussi, de sécurité des données, puisqu'on a vraiment ça dans le cœur de notre proposition. Comme WIMI, nous aussi, on se lance dans toutes les affaires Secnum Cloud, j'allais dire les affaires, la qualification Secnum Cloud, proposée par l'ANSSI pour répondre aux besoins cloud de confiance, entre autres de l'État et des services publics. Bonjour, bonjour. Donc, enchantée. Merci pour d'organiser ça. Donc, je suis Wangan, je suis directrice marketing chez Jalios. Donc, chez Jalios, on propose un environnement numérique de travail relativement complet, hein, qui inclut la bureautique, la gestion de documentaire, la visio, le chat, enfin, la messagerie instantanée, et qui est nativement collaboratif, puisqu'on vient vraiment de ce monde collaboratif. Et puis qui vient s'intégrer aux outils existants, et ça, tout ça pour permettre de répondre à la fois aux enjeux de transversalité, mais aussi d'efficacité, aussi bien au niveau individuel que collectif, et aussi largement au-delà des murs de l'entreprise. Ouais. Bonjour à tous, donc je suis Alain Garnier, donc dirigeant fondateur de Jamspot. Mais déjà, effectivement, merci à vous de Spectrum de nous réunir, de faire ce travail depuis de longues années, toujours de qualité. Moi, j'ai vraiment plaisir d'échanger avec mes compétiteurs et avec vous sur le marché autour de cette étude. Voilà, déjà, merci. Alors, Jamspot, nous, notre mission, déjà, c'est d'aider les entreprises justement à améliorer leur communication et leur collaboration dans ce monde digital où tout est en changement complet et sur lequel il faut apporter des nouvelles solutions. Donc, on a aujourd'hui à peu près plus de 350 clients, 400 000 utilisateurs qui utilisent Jamspot au quotidien et à travers notre plateforme. Donc, nous, on segmente ça à travers 4 produits de manière que ce soit assez clair pour les gens en termes d'usage. La partie réseau social de l'entreprise, le décloisonnement, la partie WeDoc, la partie bureautique, la partie intranet avec Fast Intranet, le nom parle de lui-même. Et la partie Diapason, c'est notre dernier produit pour animer les réunions, c'est-à-dire aller au-delà de la visio pour travailler. Clairement, nous, notre spécificité, c'est d'être très adaptable, sans développement spécifique, avec un App Store et une personnalisation forte qui permet de construire la Digital Workplace de ses rêves en quelques clics. Bonjour à tous et merci Thomas de nous donner la parole sur ces différents sujets qui rythment aujourd'hui notre quotidien. Donc, je suis Arnaud, le Head of Product chez TalkSpirit. TalkSpirit est une solution collaborative, une digital workplace qui regroupe les différents aspects du travail et de la communication interne. Et au niveau de notre ADN, aujourd'hui, on prône une expérience utilisateur satisfaisante qui va permettre aux différents utilisateurs de facilement travailler sur notre solution au quotidien. Voilà, donc vous l'avez entendu, c'est des solutions qui quand même un très large panel d'usages qui seraient donc des solutions tout à fait capables d'avenir en alternative de Microsoft. Voilà, et ce sera ma transition vers notre premier sujet. Donc, c'est une surprise pour personne. Voilà, Microsoft qui est aujourd'hui en situation quand même assez de domination de ce marché. Donc, grâce à sa suite collaborative qui a réussi à bien s'implanter, notamment par l'email ou la suite bureautique Office, qui est voilà, encore aujourd'hui une des meilleures suites pour éditer les documents. Voilà, donc une suite qui a bien su s'implanter, notamment aussi grâce à la qualité des outils eux-mêmes. Hein, on va rendre à César ce qui était à César, c'est une suite qui fonctionne très bien. Mais elle a aussi ses limites. Elle peut ne pas suffire pour certains usages, mais elle a tendance aussi à consommer une partie du budget. Donc voilà, cette situation où Microsoft a tendance à être par défaut dans beaucoup d'organisations, comment faire, quelle est cette problématique, est-ce qu'il y a un problème autour de ça et comment se positionner, voilà, donc, comment faire avec ce contexte en fait. Donc, je vais laisser la parole je vais vous donner donc l'avis d'un éditeur français qui se bat chaque jour contre Microsoft.
on voit se dégager deux tendances, je dirais. Et j'ai écouté avec attention le live d'Alain. Alors, j'espère que je ne vais pas trop répéter ce que tu as dit, mais j'ai trouvé ça très intéressant vendredi dernier. Effectivement, moi, je fais le même constat. Il y a, parmi tous les éditeurs de solutions collaboratives, on a ceux qui sont, disons, totalement indépendants de Microsoft et qui s'assument en tant que tels. Et l'autre moitié peut être des solutions qui intègrent Microsoft et se définissent de plus en plus comme une couche complémentaire à l'offre de Microsoft. Pour moi, effectivement, c'est un choix très, très important et finalement qui va changer beaucoup l'approche et la réponse aux besoins des utilisateurs. En ce qui concerne Waller, nous, on a fait le choix, et depuis longtemps, de ne pas nous intégrer, de ne pas devenir une couche d'un des GAFA, et en particulier de Microsoft, donc une solution vraiment en compétition. Et alors, en tout cas, notre point de vue, nous, en tant qu'éditeur, sur le positionnement, c'est qu'il est probablement inutile une fois qu'un certain nombre de briques sont développées, et je pense que le marché, ces 2 dernières années, le marché français a beaucoup évolué en maturité, mais une fois que cette base est développée, il me semble qu'il faudrait peut-être rentrer maintenant dans une ère de compétition sur des sujets différents, c'est-à-dire des propositions de valeur qui diffèrent de ce que propose Microsoft. Sinon, le danger, le risque, c'est que nous ne restions que des pâles copies de Microsoft Teams, Microsoft Yammer, etc. Je ne vais pas citer toutes leurs briques. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire et à innover probablement. Ça, c'est une première partie de ma réponse. La deuxième partie, je pense qu'on a beaucoup à jouer sur la stratégie de sécurisation et de souveraineté numérique des solutions, parce qu'il y a un marché qui s'ouvre aujourd'hui, qui est propice pour les solutions européennes. Et en particulier le marché des services publics en Europe et tous ceux qui ne veulent pas dépendre du Cloud Act précisément, et des solutions américaines de façon plus large. Oui, alors c'est intéressant comme introduction. Et effectivement, il y a 2 types d'acteurs. Alors chez Jalio, je pense qu'on est peut-être moins catégorique justement sur ce positionnement-là, puisqu'on fait partie des acteurs qui proposent à la fois une intégration à Microsoft et à la fois une alternative complète et souveraine pour les gens qui ne veulent pas avoir du Microsoft. Et nous, notre analyse du marché, c'est que finalement, nous, notre position, en tout cas, c'est que ce n'est pas vraiment à nous de dire à nos clients ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'ils prennent souvent le choix de Microsoft. Alors, position dominante ou pas, hein, ils en abusent ou pas, ça je laisserai les autorités compétentes en décider, mais toujours est-il qu'ils ont adopté, ils ont investi et ils viennent souvent nous voir parce qu'ils ont besoin justement de plus de transversalité, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin de faciliter l'adoption parce que finalement, c'est des choix qu'ils ont déjà faits. Voilà, donc on a de la même manière que tu disais en introduction, hein, suite au live d'Alain, donc effectivement qu'il y a 2 types d'acteurs, je pense qu'il y a aussi sur le marché différents types d'organisations et qu'il faut quelque part, en tout cas nous c'est la mission qu'on s'est donnée aussi, c'est pouvoir accompagner tout type d'organisation, à la fois celles qui ont fait le choix de Microsoft pour X raisons. Voilà, peut-être qu'elles ont conscience ou pas du Cloud Act. Ça, effectivement, il faut sensibiliser, il faut continuer à sensibiliser sur ces questions de sécurité, mais accompagner celles-ci et puis proposer des alternatives également à celles qui disent « Ah ben non, nous, on ne veut pas de Microsoft parce qu'on veut aller plus loin, on veut aller devant certaines contraintes ou certains choix qui doivent être faits. » Et à ce moment-là, pouvoir, ou même, je dirais, dans une certaine mesure, peut-être accompagner une transition. C'est-à-dire qu'ils font un choix aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ils ne changeront pas un petit peu leur position.
Donc ça, on le voit, hein, et encore une fois, nous, ça fait 20 ans qu'on est acteur sur le marché. On s'est positionné pendant très longtemps comme une solution alternative, enfin en compétition avec Microsoft, hein, parce qu'en fait, ils étaient très mauvais sur tout ce qui était intranet, sur tout ce qui était collaboration, etc. On venait nous voir pour nos espaces collaboratifs. Et puis, on a bien vu que finalement, Microsoft est Microsoft et qu'ils proposent aussi de très bonnes solutions. Est-ce qu'ils ont abusé de ça pour le déployer? C'est vrai que nous, quand on voit des clients arriver en disant on a déployé Microsoft, en fait, ils ont déployé Teams et en fait, ils ne savent pas bénéficier de tout le reste en fait. Et malheureusement, ils ont déjà fait ce choix-là. Voilà. Donc nous, on vient dans une posture où on va dire, déjà, les choix que vous avez faits, c'est les choix que vous avez faits. On va essayer de vous accompagner là-dessus, et puis on va essayer de vous ouvrir des portes pour vous montrer qu'il y a peut-être d'autres possibilités de faire, que les usages et que les outils que Microsoft vous met entre les mains, parfois c'est gratuit, peut-être parfois c'est un peu c'est gratuit et c'est à la fois empoisonné parce qu'en fait vos collaborateurs ils utilisent mais ils ne savent pas très bien les utiliser non plus. Et puis leur montrer qu'en fait en accompagnant justement avec une digital workplace qui apporte un peu plus de cohérence et une expérience collaborateur un peu plus réfléchie, on va dire, ils peuvent ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier en fait. Et ils peuvent très bien continuer avec du Microsoft sur certains usages et aller voir ailleurs pour d'autres. Et derrière ça, leur rappeler que ce qui est important, c'est l'expérience collaborateur et je dirais même l'expérience collective qu'il y a derrière, qu'il y a sur cette Digital Workplace qu'on met en place, que ce soit Digital Workplace, intranet, extranet ou toute plateforme collaborative qui leur permet de travailler ensemble. Ah oui, du coup, le monopole de Microsoft est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas forcément nier. On voit que la plupart des entreprises sont équipées de ces différentes solutions, comme ont pu le dire mes précédentes personnes. On voit que le marché auparavant cherchait des alternatives sur des briques spécifiques, justement là où Microsoft n'était pas forcément performant, donc comme sur la partie réseau social, sur la partie intranet. Et on voit aujourd'hui beaucoup plus d'organisations qui ont la volonté et qui prennent conscience que ces réformes Cloud Act vont avoir un impact sur la sécurité, sur leur connaissance sur les différentes données qu'ils mettent en place et vont chercher beaucoup plus des solutions alternatives sur le marché français. Donc là, on a, je pense, quelque chose à jouer tous sur cette partie-là pour proposer des solutions complètes qui vont permettre de répondre à ces différents besoins tout en proposant des forces que ne peut pas avoir aujourd'hui Microsoft, la proximité avec les clients qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce marché, une expérience utilisateur beaucoup plus intégrée dans le quotidien. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut proposer que ne propose pas aujourd'hui Microsoft et sur lesquels on va se baser et sur lesquels on va pouvoir avoir notre carte à jouer pour répondre aux besoins des différentes organisations. Et on voit que par exemple, l'État aussi va dans ce sens en proposant des circulaires pour sortir de l'offre Office 365 et qu'aujourd'hui, on a cette chance et cette possibilité d'aller chercher des clients tant sur le marché privé que sur le marché public pour répondre à leurs besoins. Alors, la question est double. D'abord, on n'a pas trop parlé des risques. On a parlé beaucoup de la manière dont on devait se positionner par rapport à Microsoft. Je vais y revenir. On a nous-mêmes notre propre méthode, si on peut dire comme ça. Mais les risques, même si je trouve assez malin le positionnement de Jalios, n'en reste pas moins vrai qu'on est en face de risques mortels pour tout un écosystème quand on a un acteur qui a ce niveau-là de domination. Ça veut dire qu'il n'y a finalement aucun acteur aujourd'hui. Nous, on avait fait des belles percées, par exemple, dans les grands groupes, jusqu'au jour où nos interlocuteurs nous ont dit, bah oui, mais là, Office 365, c'est une décision de groupe et vous gérez beaucoup mieux le mode projet, mais désolé, messieurs, c'est plus possible. Bon, bref, l'approche monopolistique, elle est hyper dangereuse et je pense que c'est une responsabilité collective. Nous, comme éditeurs,
et puis les clients dans leur rôle de citoyen aussi, de faire peser ça. C'est peut-être pas un critère premier de choix, de décision, mais ça doit faire partie de l'équation. Ensuite, comment se positionner? Parce qu'il a quand même fallu survivre là-dedans. En fait, Microsoft a des points faibles parce que généralement, par exemple, Teams est venu de la menace concurrentielle d'un Slack. Et Microsoft a développé aussi sa suite bureautique dans le cloud après que Google ait fait la sienne. Donc, en fait, ils ont une attitude un peu d'observateur, copieur, enfin, dans le bon sens du terme, parce qu'ils font quand même effectivement des bonnes choses. Mais leur suite est née d'un empilement de fonctionnalités qui est proposé à l'utilisateur à plat. Donc, c'est une boîte à outils, très bien, sauf que c'est à nous d'imaginer, et c'est Thomas, je pense, qui a cité ça, il faut se positionner différemment et peut-être, sans forcément aller plus loin que d'un point de vue strictement fonctionnel, c'est trouver des combinaisons fonctionnelles, des manières d'agencer les fonctionnalités qui collent mieux à la réalité opérationnelle des boîtes. Et donc, nous, c'est ce qu'on a humblement fait sur la partie mode projet. C'est-à-dire qu'on offre du document, on offre de la gestion de tâches, du calendrier, de la visio, et un tas de fonctionnalités. Mais notre particularité, c'est qu'on n'offre pas ces fonctionnalités-là à plat, on les offre encapsulées dans ce qu'on appelle des espaces projets. Et ça a beaucoup de sens pour nos clients. Et ça apporte un plus par rapport à ce que fait Microsoft, parce que vous aurez le plus grand mal du monde à créer un container qui contient tous les messages instantanés, tous les docs, toutes les tâches, tous les événements d'agenda d'un projet en particulier. Tout ça va être éparpillé dans une suite très vaste. Bref, et donc l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vanter les mérites de ma solution, mais c'est de dire qu'il y a quand même des angles morts qu'on doit traiter. Nous, on avait aussi choisi de se différencier de Microsoft par l'angle sécuritaire. Donc, on s'est engagé très tôt dans la démarche Sectum Cloud, qui a été mis au milieu qui a pris beaucoup d'importance ces derniers temps. Et puis, tout ça, en fait, il y a aussi des choses qui doivent être faites. Quand je disais que c'est une responsabilité collective, il y a des choses aussi qui se passent d'un point de vue réglementaire. Et c'est de bon augure parce que ça pourrait encourager à rééquilibrer un peu le rapport de force entre des acteurs comme nous et des mastodontes comme Microsoft. Voilà. Un sujet vaste, hein, on pourrait en faire un webinaire à lui tout seul, hein, c'est clair. Alors, la situation Teams, en fait, et l'évolution qu'il y a eu, moi, déjà, je voulais dire, cette suprématie qu'ils ont mis en place, à nouveau, la page qu'il y a dans votre benchmark où tu racontes ça, je sais que ça fait un travail d'histoire, tu dis, voilà l'histoire de Microsoft, je la trouve extrêmement pertinente. Je tiens à dire que c'est vraiment c'est raconté de manière très, très précise, sans affect, justement, qu'il n'y a pas de bon ou de méchant. Et l'histoire de Microsoft, elle est écrite là. Donc, déjà, la situation, vous la retrouvez dans le benchmark. Moi, franchement, je trouve que c'est extrêmement bien décrit. Après, du coup, cette situation de suprématie, maintenant, est-ce que c'est un risque? Mais oui, c'est non seulement un risque, mais c'est même illégal. On est dans une attitude anticoncurrentielle, il faut le dire. On a un problème anticoncurrentiel, on a un problème de monopole, ça a été cité 2 fois, on a un problème de sécurité, on a une problématique, y compris de captation de valeur économique avec des licences qui peuvent augmenter de manière unilatérale. On le vit là en ce moment avec les clients qui ont eu 20% d'augmentation de 365 sans avoir de possibilité de négociation. Donc là, il y a un problème. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a quand même au moins 3 procès sur Microsoft aujourd'hui sur sa position anticoncurrentielle. Donc oui, c'est un problème pour le marché. Face à ça, toujours, quand il y a un monopole et qu'il y a des problèmes, forcément, ça se disperse et ils ont aussi à fracturer le marché. Aujourd'hui, il y a effectivement, merci, je l'ai redit dans mon live, hein, effectivement, le vendredi dernier, il y en a la moitié, c'est drôle d'ailleurs, il y en a la moitié sur le salon qui sont en autonomie de Microsoft et l'autre moitié qui sont en surcouche. Et puis, j'ai mis ennemi parce qu'il y a des gens qui jouent un peu entre les deux. Donc, voilà la situation du marché français qui, du coup, est fracturé par rapport à ça. Alors,
Nous, en tout cas, comment est-ce qu'on positionne? J'ai bien aimé Lionel qui dit on fait comme on peut. Et effectivement, face à un monopole, on peut toujours faire les malins, mais c'est toujours des situations de toute façon défavorables. Donc, on essaie de trouver des solutions, des alternatives. Il y a quand même un point clé pour moi, c'est que justement, tu as parlé de budget en introduction, Thomas, il y a un problème de budget au fond. C'est-à-dire que le budget du Digital Workplace n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'est son importance aujourd'hui. On met aujourd'hui beaucoup plus d'argent, par exemple, pour gérer juste les payes, hein, juste sortir la fiche de paye, je ne te parle pas de donner un salaire, que ce qu'on met pour Digital Workplace en moyenne. On met 2 fois plus. Et la paye, c'est juste à côté du CRM, qui est juste à côté de la facture, qui est juste à côté de blablabla. Quand on fait la somme, la partie justement collab est aujourd'hui sous-financée. Donc, moi, une des hypothèses et un des positionnements, c'est de dire il faut, en s'appuyant effectivement sur ce qui a été dit, c'est-à-dire le fait de faire mieux, différemment, avec de l'innovation, en allant chercher justement d'autres façons que d'avoir juste une boîte à outils, moi, je positionne Microsoft de plus en plus comme une commodité. Vous avez, OK, le truc banal pour avoir vos documents, vos échanges, vos mails, vos visios. Mais maintenant, quand vous allez faire vos gestes métiers de collaboration, bah là, vous allez peut-être avoir besoin de quelque chose d'un autre niveau. Et ça, c'est ce qu'on peut apporter parce qu'on va avoir justement d'autres approches vis-à-vis de ça qui va tirer tout le monde vers le haut. Et ça n'enlève pas la question de savoir si on a une surcouche ou pas. Ça enlève simplement le fait de dire qu'en tout cas, les organisations vont sans doute se rééquiper d'outils. Mais faudrait-il encore qu'on enlève dans la tête des DSI un truc essentiel, c'est il y a la Digital Workplace avec un grand L majuscule, un grand D, et il ne peut pas y avoir des outils qui cohabitent. Une fois que tu as pris Microsoft, tu ne peux plus en prendre d'autres, c'est fini, c'est comme ça. Tu prends une surcouche ou rien d'autre. Et alors qu'en fait, la réalité du SI, c'est qu'il est multiple. Il est justement, souvent on parle de shadow IT, mais en fait, ça veut dire que les gens s'adaptent aux problèmes qu'ils ont, parce qu'en fait, on ne leur donne pas ce qu'il faut. Et donc, il faut avoir cette idée de multiples équipements. Et c'est ça, je pense, que est l'avenir du marché, du multi-équipement, de ce qu'on appelle la Digital Workplace et les outils de collaboration au-delà de Microsoft. Ben, merci beaucoup, c'était très intéressant, hein, effectivement, la situation de Microsoft qui ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est aussi des opportunités. On a pas mal d'acteurs, effectivement, comme vous l'avez dit, qui se positionnent en complément. Bon, voilà, voilà. Ensuite, on a un deuxième sujet sur le développement, enfin le fort développement de la demande sur l'offre SaaS en général et la notion de cloud. Alors, on a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'organisations qui passent volontiers sous condition. Voilà, c'est souvent la notion de maîtrise des données, la souveraineté, tout ce qui est sécurisation. Alors, par rapport à ça, on entend parler de plus en plus de cette certification SecNumCloud proposée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors déjà, ce serait intéressant de faire un petit peu le point sur ce que c'est. Et puis, d'aller un peu dans les coulisses, hein, pourquoi pas, de vos produits, et puis comprendre un peu comment vous faites pour proposer de plus en plus de personnalisation, parce que c'est aussi un critère pour aller dans le cloud. C'est OK, je veux bien, mais je veux pouvoir avoir un niveau de souplesse assez important. Et historiquement, c'était plutôt le mode on-premise qui permettait ça. Donc, voilà, 2 sujets sur cette partie cloud. Ouais, alors les 2 sujets sont quand même assez distincts, hein, Ouais, tout à fait. donc, on va essayer de faire le grand écart. Mais donc, la personnalisation, en fait, c'est vrai que le SaaS a beaucoup mûri et tous les éditeurs se sont rendus compte que pour traiter un maximum de cas d'usage, il fallait rendre son produit modulaire, adaptable, configurable. Tout à l'heure, Alain disait que justement un avantage distinctif de son produit, c'était qu'il était hautement configurable. Donc, c'est vrai que donc, pour traiter les cas d'usage, c'est nécessaire. La multitude de cas d'usage en collaboratif, c'est nécessaire. Mais il y a aussi une autre raison. Donc, on a peut-être dans une moindre mesure de la configuration possible dans notre solution, mais on l'a fait par exemple au niveau des modules fonctionnels où vous pouvez vraiment activer ce dont vous avez besoin.
Et ça compte beaucoup aussi pour s'adapter à la maturité de vos clients. Il y a des clients qui vont vouloir démarrer par le collaboratif, par partager du document. Et puis petit à petit, ils vont s'intéresser à la partie communication instantanée. Et puis peut-être enfin à la gestion des tâches. Donc, le SaaS a tout intérêt à se modulariser pour permettre cette montée en maturité de ses utilisateurs. Alors, et puis après, il y a des choses qui sont plus en lien avec le business model, où on veut pouvoir proposer, par exemple, des offres à bas prix pour des usages restreints. Bon. Donc ça, c'est sur la première partie, c'est clairement un challenge pour nous, éditeurs, mais c'est aussi vertueux pour mieux adresser les besoins de nos clients. Alors, sur la souveraineté, là aussi, on pourrait faire un webinaire que sur ce sujet-là. Mais nous, un peu par réaction, pour se créer un white space par rapport à Microsoft, on a décidé de se lancer il y a maintenant 2 ans dans le Secnum Cloud, qui est un référentiel de cybersécurité. Il a son équivalent dans le domaine de la qualité qui est ISO 27000, où il y a d'autres… Enfin, voilà, c'est un référentiel qui réunit les meilleures pratiques, l'état de l'art en fait de ce qui est de la cybersécurité. Alors, c'est particulièrement pertinent dans le monde dans lequel on vit là, dans le mois dernier. Il y a quand même eu un renforcement des craintes au niveau des attaques de cyber. Et donc, le Secnum Cloud, c'est une arme redoutable. C'est un référentiel qui est reconnu mondialement, qui compte plus de 360 points d'exigence et qui ne concerne pas que la technique, loin de là. Ça concerne toute l'organisation. Ça va de la sécurisation des locaux de l'éditeur, ça passe par les contrats de travail, des chartes et des processus qui sont mis en place dans l'organisation, de la formation à la cybersécurité des développeurs, et enfin, à l'autre bout du spectre, à l'hébergement de la solution. Mais c'est quelque chose de très profond dans l'organisation. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs raisons de s'intéresser à ce sujet-là. C'est que lorsqu'on a, par exemple, à manipuler des données sensibles, il y a un risque à la fois juridique d'être exposé à des lois extraterritoriales qui peuvent avoir un droit de regard sur vos données. Et puis, après, plus malveillant ou, disons, moins étatique, vous avez le risque de vous faire hacker. Il y a les ransomware, il y a toute une panoplie d'attaques qui font que vous pouvez être embêté. Donc, je pense que c'est des sujets réels. Ce n'est pas un délire de RSSI aujourd'hui. Il faut choisir des solutions qui vous protègent un minimum. Voilà, c'est ce que on vit dans le monde du web en particulier est très dangereux. On ne travaille plus dans des réseaux fermés, on travaille tous sur Internet. C'est le propre des offres SaaS. Et la contrepartie de cette souplesse, de cette agilité, c'est quand même de se soucier des aspects sécurité. Ouais, je vais du coup essayer d'être très concis sur ce sujet-là. Même si c'est clairement, de toute façon, le cloud est en pleine explosion en termes de croissance. On est sur des taux de croissance de 15-20% en moyenne, là où le on-premise est sur du 3-5%. Il faut voir que là-dessus, le marché est en train d'être mangé. Et pourquoi? Parce que c'est des questions industrielles. Le cloud amène un niveau industriel et des coûts de déploiement sans commune mesure à terre avec des effets d'échelle que donne la partie on-premise. Et surtout, avec un deuxième point, c'est que justement, la personnalisation, et ça a été rappelé, par exemple, typiquement, nous, on est positionné là-dessus depuis longtemps. Clairement, il y avait un grand écart entre les solutions on-premise et la personnalisation du SaaS, qui n'était pas possible. On ne pouvait pas faire une app en plus, on ne pouvait pas modifier structurellement les données. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient plutôt bloquantes pour des raisons y compris techniques. Ça, c'est des choses qui ont petit à petit été levées jusqu'à permettre vraiment une capacité aujourd'hui de développement dans le cloud, quasiment ISO, avec évidemment des totales nouvelles formes aujourd'hui, mais ce qu'on faisait avant pour les industriels. Et ça c'est ce qui change. Donc, la personnalisation devient quasiment complète.
Et si on rajoute le point 3 qu'a beaucoup développé Lionel, qui est la question effectivement de la souveraineté des données, c'est-à-dire que du coup, j'ai un cloud, mais sur lequel j'ai une souveraineté de A à Z, avec ou pas justement les certifications qui vont avec, bah, finalement, la question, elle est même d'être plus sécurisée que des fois des ransomware que je vais avoir sur un réseau interne qui est, entre guillemets, pas forcément très bien sécurisé parce que je n'ai pas les moyens d'avoir une DSI à la hauteur de ce qu'est un opérateur cloud. Donc, en fait, on voit aussi cette dimension industrielle qui se met en jeu. Donc, oui, le cloud et les capacités de personnalisation n'ont jamais été aussi fortes. Et que c'est presque même plus un sujet maintenant. Ça, c'est hyper intéressant que je vois. Moi, on nous challenge moins là-dessus que ce qu'il y a 10 ans. Alors là, pour le coup, c'était même « c'est pas possible ». Voilà. Donc là-dessus, gros changement structurel que tout le marché d'ailleurs voit. Et aucun des concurrents dont on a parlé tout à l'heure, en particulier Microsoft, je rappelle, sa stratégie est 100% cloud. Il ne faut quand même pas l'oublier, elle est 100% cloud. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un vrai trend industriel majeur et qui n'est pas seulement le fait des éditeurs qui sont autour de la table. J'avais peur d'interrompre. Donc, oui, ce que je disais, c'est que j'étais tout à fait d'accord avec ce que disaient Lionel et Alain. Il n'y a pas de. C'est pas un débat, le cloud, en fait. Le cloud, on y va. Après, ça fait depuis des années qu'on l'annonce aussi. Je pense qu'il y a un temps de transition. Nous, chez Jalios, on continue à maintenir le on-premise parce que on veut encore être à l'écoute de certains de nos clients qui, malgré ça, ils nous demandent quand même encore du on-premise parfois. Alors, on ne comprend pas toujours, on leur propose le cloud, mais bon, eux, ils veulent… voilà, et encore une fois, on pourra toujours nous reprocher d'être un peu trop à l'écoute de nos clients, peut-être. C'est peut-être quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Mais voilà, je pense que cette direction cloud, en fait, faut la faire aussi selon l'agenda et les priorités des réalités du marché un petit peu. Voilà. Et puis c'est vrai, alors là, je suis tout à fait d'accord avec Alain, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant sur le cloud, notamment en termes de personnalisation, qui sont beaucoup plus possibles techniquement aujourd'hui. Et surtout sur notre marché qui est l'intranet et la digital workplace, c'est essentiel de pouvoir personnaliser. Parce qu'on n'est pas des outils sur étagère, on porte vraiment l'identité, la marque de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Lionel le disait, il faut déployer les outils qu'il faut au moment où ils en ont besoin et pas leur imposer tout. C'est vraiment, s'il y a une brique dans les SI qu'il faut pouvoir mettre complètement à l'image de l'entreprise qui fit avec la culture, c'est bien l'intranet et la digital workplace. Et j'aime beaucoup l'idée d'Alain de dire qu'il faut mettre plus d'argent parce que souvent, c'est ce qu'on nous demande, un peu plus de budget parce que c'est ce qu'on nous demande, mais avec des budgets parfois un peu dérisoires. Mais voilà. Et puis sur le sujet de la sécurité, pareil, je peux que être d'accord avec vous. Donc nous, on a fait une certification chez Jalios CSPN sur J-Platform, notre solution. Donc voilà, qu'on a fait, dont on parle, mais c'est vrai qu'on en parle aux gens qui sont sensibles à ça. Voilà. Donc, on le met en avant, pas toujours. Et puis sinon, on travaille sur le Second Cloud. Alain le sait aussi, puisque sa solution est aussi disponible sur le cloud OVH. Donc, le cloud, il y a aussi plusieurs chemins vers le cloud. Donc, il faut le rappeler tout le temps, il faut éduquer le marché. Le cloud, ce n'est pas juste un abonnement. On peut aller sur plusieurs… on peut avoir le choix de l'infrastructure cloud qu'on choisit pour différentes raisons. Je ne vais pas tout détailler. Et puis surtout, on peut faire du cloud hybride aussi. On peut y aller aussi un petit peu au fur et à mesure, choisir le cloud. Enfin voilà, faut éduquer pour dire qu'il y a le choix et qu'il y a moyen de trouver une solution qui rentre dans l'agenda et les priorités de chaque organisation. Oui, j'appuierai le point de vue de Lionel qui a parlé tout à l'heure du Secnum Cloud. Moi, il me paraît essentiel dans un monde où on voit que la géopolitique est en train de déborder sur le cyberespace, d'avoir des solutions qui sont un minimum sécurisées. Et j'ai vu d'un très bon œil au départ, effectivement, cette qualification et ce travail de référentiel de cybersécurité qu'a porté l'ANSSI. Je l'ai vu d'un très bon œil, d'autant plus qu'il est… la pierre angulaire de la stratégie de déploiement du cloud de l'État et de toutes les entités. Bientôt, ce référentiel sera imposé aux services publics qui administrent des données sensibles.
Il faut savoir que toutes les données de l'État sont des données sensibles. Hein. On pense parfois que, et d'ailleurs c'est l'État qui nous le dit parfois, que les données des collectivités seraient peut-être moins sensibles. Moi, je pense que c'est une grande erreur parce que juridiquement, toutes les données brassées par quelque organisme public que ce soit sont sensibles. Nous, on a décidé effectivement de plonger là-dedans, alors avec un petit peu de retard par rapport à WIMI, je dois dire. Donc, ça fait 6 mois qu'on a plongé dans le bain du Segment Cloud, ce qui est quand même un grand risque pour nous, hein, et plutôt un investissement considérable, parce que ce Segment Cloud, il a été fait pour des entreprises, je pense, qui ont une certaine taille, une certaine maturité. Et c'est vrai qu'il y a un travail de l'ANSSI aujourd'hui qui veut accompagner les sociétés plus petites, disons les PME, et j'espère faire partie de ces sociétés qui seront capables de démontrer que cette qualification est accessible. Voilà, autant que les autres, nous, vraiment, on parie beaucoup sur cette qualification parce qu'elle est finalement l'agrégation de principes basiques en cybersécurité, bien qu'exigeants, ça c'est certain. Voilà, sur le cloud, je ne vais pas m'étendre davantage parce que beaucoup de choses ont été dites et le temps tourne, donc je vous aide un peu. Pour compléter du coup sur la partie personnalisation et modularité, aujourd'hui, il semble important de pouvoir proposer une solution qui s'adapte aux différents besoins. C'est pour ça qu'on va être obligé de proposer ces solutions et faire en sorte qu'elles soient totalement personnalisables, tant d'un point de vue fonctionnel que sur la partie branding, on va dire, où chaque entreprise aujourd'hui, sur un projet de digital workplace, veut que cela soit à l'image de son entreprise. Et ça semble important aujourd'hui pour une personne qui va aller travailler au quotidien de pouvoir établir ces différents éléments comme il pouvait le faire au final sur des solutions on-premise. Sur la partie sécurité, au final, on voit aujourd'hui que c'est retrouver la confiance qu'on pouvait avoir sur la partie on-premise comme on pourra l'avoir sur la partie cloud aujourd'hui. La partie cloud implique d'avoir ces données sur un environnement extérieur à son entreprise. Et comme le disait Angran, sur la partie, c'est des entreprises qui ont encore, on peut être encore frileux d'aller sur ce type de solution par manque de confiance. Et l'État, et donc avec cette partie certification, nous permet de nous positionner comme des acteurs de confiance et des acteurs sur lesquels on va avoir plusieurs méthodologies, plusieurs actions qui vont être mises en place pour répondre à ces différents besoins. Et Talkspirit va aussi se positionner du coup sur la partie Segment Cloud. On est déjà aussi en train de le faire depuis quelques mois, et aussi bien sur la partie ISO 27000 qui elle est, on va dire, plus tournée vers l'international. Un nouveau sujet assez lié, hein, c'est le développement du télétravail qu'on constate, hein, qui est assez fort depuis, même très fort depuis 2 ans. Et pour cause, donc là, l'idée, c'est d'avoir un petit retour de votre part sur l'impact que ça a eu sur que ce soit votre activité, votre roadmap, le développement du produit. Voilà, c'est d'avoir votre retour par rapport à ça. Ce sujet que le télétravail, hein, on subit. Alors nous, on est plutôt contents, hein, parce que finalement, on était déjà en mode télétravail. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans des entreprises où on a une digital workplace, on a un super intranet, donc forcément, le télétravail est facilité. Ce qu'on voit quand même, c'est que tout le monde a goûté au télétravail et ils veulent un mode hybride aujourd'hui. Moi, je pense que c'est la majorité. Tout le monde veut un mode hybride. Là, on avait fait un petit sondage là, avant le webinaire. Effectivement, tout le monde ici autour de la plage est plutôt en mode hybride. Je crois qu'on en revient aussi un petit peu sur le télétravail parce que finalement, les gens, sauf à avoir une culture déjà prête à ça, c'est quand même compliqué. Les gens veulent aussi revenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder ça que sous le prisme de nos organisations avec nos types de profils et des gens qui sont relativement très connectés sur ça. Moi, par rapport au télétravail, j'aurais peut-être 2 points d'attention. Donc, le premier, c'est que il n'y a pas que les outils, même si il y en a des nouveaux pour gérer justement l'hybride, comme le planning des présences, savoir qui est au bureau, qui ne l'est pas. Il faut organiser ce télétravail et puis accompagner dans le management aussi. Donc, on parle de charte de télétravail.
faut faire en sorte que le travail il soit équitable pour tout le monde dans l'organisation. Je pense qu'on le dit assez souvent, mais il y a quand même beaucoup de différents types de profils. Hein. Il y a les gens qui sont au bureau, il y a les gens qui sont sur le terrain, il y a les gens qui sont en mobilité. Voilà, tout ça, ça a une signification un petit peu différente pour eux. Et puis, on parlait aussi tout à l'heure du fait de multiplier ou non les outils. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui offrent des choses différentes. Pendant toute la période de confinement, la crise, tout le monde a un petit peu essayé des choses un petit peu dans son coin, etc. Donc, il y a des manières de travailler ensemble qui ont émergé. Et je pense qu'il faut aussi, d'une certaine manière, rationaliser tout ça et accompagner en montrant qu'il y a différents outils pour travailler ensemble à distance qui se prêtent plus ou moins en fonction de ce qu'on veut faire ou pas. Et donc, il y a de plus en plus, je pense qu'il faut anticiper cette notion de télétravail et de travail hybride dans la durée avec une gestion de la temporalité de la collaboration. Donc, pas que faire de la visio, on est tout le temps connecté, etc. Pas que faire de l'échange documentaire, parce que là aussi, il y a une échelle de temps qui est un petit peu différente. Il y a le chat aussi, qui est aussi sur une échelle de temps différente. Et donc, tout ça, il faut l'orchestrer, en fait. Et le plus compliqué, je pense que c'est d'accompagner les utilisateurs aller vers le bon outil en fonction de son équipe, en fonction de comment on travaille dans l'équipe, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir mettre ça en place et surtout le tenir de manière un peu plus durable dans le temps, quoi. On va dire que l'impact, ça a été, on va dire 3 niveaux. Le premier, il a été au niveau de l'infrastructure. Il a été important pour nous de proposer un service performant et on a vu qu'un usage beaucoup plus important arrivait avec l'arrivée du télétravail. Donc, on a été au pied levé pour faire en sorte de proposer un service qui était performant sur les différentes briques, là où avant, il était possible l'usage était beaucoup moins important. Ensuite, il a été au niveau des fonctionnalités. On voit que les besoins ont changé, que les manières de travailler ont changé, que même les clients, les organisations qui nous utilisent ont changé. Il a été important du coup de les écouter et faire en sorte de proposer des fonctionnalités qui incluent les personnes qui sont en télétravail et aussi en présentiel. Donc vraiment partir sur cette partie, sur ce travail hybride. Et enfin, le troisième point qui a été très important pour nous, c'est l'accompagnement des clients. On voit beaucoup plus aujourd'hui d'organisations qui n'avaient pas forcément d'outils, qui n'étaient pas équipés sur cette partie digitale, qu'on a dû accompagner tant sur la mise en place de l'outil, sur la compréhension de leurs besoins, sur la compréhension des outils qu'ils devaient utiliser dans chacun des cas. Et on va dire aussi sortir de l'email qui pouvait être, dans la plupart des cas, chronophage pour les échanges et pour la communication. Et il a été important de faire en sorte que ces clients puissent adopter l'outil facilement et ça a été un de nos objectifs principaux de faire en sorte que ces clients puissent facilement accéder à l'outil et comprendre dans quel cas ils avaient besoin des différentes briques que nous proposons. Le télétravail et puis aussi quand même la crise, hein, tout ce qui était à travers le Covid et qui fait que les gens se sont retrouvés quand même chez eux, il y a eu vraiment beaucoup d'impact. Le premier, effectivement, c'est que le cloud a marqué des points. C'est que tout d'un coup, pour les DSI, on devenait effectivement une solution, une double solution, hein, là où effectivement, ils étaient coincés behind firewall dans leurs intranets. La deuxième, comme a dit Arnaud, c'est vraiment l'augmentation des usages. Alors pareil, on a vécu une croissance sur les infras et c'est vrai que du coup, il y a aussi quelque chose, c'est que les solutions sont devenues encore plus essentielles. Donc ça, c'est effectivement toujours bien pour des gens comme nous, c'est que l'usage, il est vraiment au cœur. Puis après, du coup, c'est un peu bousculé quand même la roadmap, hein, parce que je vois, par exemple, nous, c'est là où on a phosphoré pour sortir aujourd'hui Diapason, hein, qui est notre app d'animation de réunion, parce que de vision en vision, on s'est dit, mais on ne va pas vivre toute notre vie en visio quand même, on ne va pas faire que ça, et pas comme ça. Enfin, voilà, donc typiquement, et on voyait bien la fameuse Zoom fatigue, enfin tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, on a travaillé pour une application qui permet d'aider, en gros, le manager à réussir ses réunions, à engager les gens. Et donc, ça a accéléré notre roadmap parce qu'on avait ça un peu dans les cartons. On se disait, oui, ça peut être intéressant, mais ce n'était pas central dans notre priorité. Là, ça est devenu. Comme par exemple, on a sorti une petite appliquette, gestion des présences. C'est tout bête, mais à partir du moment où les gens étaient en hybride, ils étaient au boulot ou chez eux, un truc pour savoir où sont les gens, juste pour dire, ouais, je suis là, je ne suis pas là, je suis au bureau, je suis dans l'open space. Donc, par exemple, ça, c'était une demande de nos clients, hein, du coup, et on l'a sortie, elle a été déployée tout de suite à plein d'endroits. Enfin, voilà, donc il y a vraiment une évolution.
Et puis là, maintenant, ce qu'on voit, c'est plutôt la question également de comment ce travail hybride va se mettre en place. Et on retrouve aussi la question du bundle hardware chez nous. En tout cas, c'est une question centrale pour nous maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter des gens qui sont et en présentiel et en distanciel? Ça reste aujourd'hui une expérience qui est quand même pas toujours formidable. Il y a beaucoup de salles de réunion mal équipées. Comment on gère de la collaboration hybride? Je pense qu'on a d'ailleurs un champ d'innovation incroyable à faire là-dessus. Je rajouterais simplement peut-être que ce qui est le point crucial, à mon avis, dans la réussite du télétravail, c'est d'éviter l'isolement. Parce qu'au-delà des aspects pratiques, il y a beaucoup de gens qui sont séduits par travailler chez soi parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre les transports en commun, etc. Mais au bout d'un moment, on se sent un peu détaché de l'équipe auquel on appartient et on a tous besoin de ça. Donc, nous, ça a influencé notre roadmap où on a créé des pièces de visio permanentes où on voit qui est dedans. L'objectif, c'était de recréer alors c'est imparfait, c'est sûr, ça ne remplace pas, mais ça vient pallier un petit peu à l'absence de locaux physiques où on se retrouve à la machine à café, où on se retrouve dans des salles, on voit qui est dedans, donc on peut choisir d'y aller ou pas. Voilà, c'est des petites choses qui font, de la même manière qu'Alain faisait référence à l'appli de présence, c'est les petites choses qui font qu'on se sent connecté. Et je pense qu'on va passer bientôt dans l'autre côté du hype du télétravail, où les gens vont avoir de nouveaux besoins de se retrouver derrière une machine à café. Mais ça, c'est ma vision perso. Voilà. Très rapidement aussi, passer en dernier, on n'a plus grand-chose à dire. Non, deux choses. Nous, ça a été vraiment une année de full télétravail là, en 2020, d'explosion de la demande. Voilà, clairement, beaucoup de travail, hein, puisque nous, on a vu 400% d'augmentation de trafic et de demande aussi fonctionnelle par ailleurs. Je dirais maintenant sur la roadmap, évidemment que ça a influencé beaucoup, puisque les façons d'interagir doivent être encore plus efficaces que ce que c'était auparavant, puisque finalement, à mon sens, le télétravail, ça a amené, et on le sait tous, surtout l'expansion des produits de collaboration. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire une visio, c'est beaucoup plus naturel, c'est quasiment l'inverse, c'est moins naturel de se retrouver physiquement. Je dirais juste une chose, moi qui m'a beaucoup marqué, c'est peut-être le réavènement de l'audio. Et je trouve qu'il y a des solutions très intéressantes sur ce sujet. On a vu certains produits d'ailleurs parmi nous qui ont introduit des briques audio dans leur roadmap, les messages vocaux, les audioconférences, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un mode qui est plus soft que la visio, qui permet de recréer un sentiment de proximité tout en travaillant. Voilà, je ne veux pas m'alourdir plus. J'aurais quand même voulu aborder rapidement, si on peut, cette notion d'évolution, plutôt l'évolution de cette notion d'intranet. Comment est-ce que ça évolue? J'ai l'impression que les organisations sont en recherche de simplification, de ne plus se perdre dans des projets qui s'étendent sur des mois, voilà, pour avoir des fonctionnalités qu'il va falloir renouveler au bout de 4-5 ans. Donc, voilà. Quelle est un peu votre vision de l'intranet en 2022, en fait? Sur ce sujet, donc je pense qu'il est quand même beaucoup relié au sujet précédent qui est le télétravail. On a vu les modes de communication qui changent et aujourd'hui, la communication de l'intranet doit aussi changer avec son temps et avec le travail des collaborateurs à distance ou non. Donc, c'est prendre en compte ces différentes manières de travailler aujourd'hui. Donc, c'est le format qui se modernise, c'est le contenu qui doit être aussi différent. Il va y avoir aussi toute la partie intégration et engagement des utilisateurs qui doit être beaucoup plus important étant donné les distances physiques qu'on peut retrouver dans les entreprises. Donc aujourd'hui, les besoins ont changé sur cette partie intranet et le produit doit aussi s'adapter et proposer un outil beaucoup plus facile d'accès, des fonctionnalités qui peuvent être déployées plus facilement et on va dire aussi toucher les utilisateurs de manière beaucoup plus personnelle, on va dire, et pas seulement dans un fil
qui peut être aujourd'hui rempli d'informations comme on pourrait l'avoir avec toutes les briques où l'information est aujourd'hui présente sur les différents outils. Donc je pense que ça, c'est la principale tendance, qui est de devoir adapter le contenu aux utilisateurs avec un outil clé en main. C'est l'éternel rebirth, la revie de l'Internet. L'Internet, il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Le revoilà. Et il réapparaît depuis, ça fait donc plus de 30 ans maintenant qu'il est dans ces cycles. Et donc là, on est dans un cycle, effectivement, de réappropriation, y compris justement dans sa facilité d'usage. Je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Arnaud, c'est-à-dire, c'est vraiment sortir de l'intranet qui serait avec des templates un peu complexes à mettre en place, plutôt porté par la DSI, une vision technique de déploiement un peu global, vers la prise en main par l'utilisateur final. Et finalement, je fais une page d'intranet comme je ferais un document, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette barrière où avant, c'était quelque chose de structurel, l'intranet. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça redescend à un niveau presque informationnel. Et qu'en même temps que ça devient informationnel, ça devient justement applicatif. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la communication, c'est aussi dynamique, c'est aussi relié aux applications, c'est relié aussi à la capacité d'être actionnable. Et donc, l'intranet est quelque part aussi une application en tant que telle. Donc, c'est deux mouvements qui en même temps, et dans un marché de renouvellement complet, porté en plus par le fait que tous les intranets plutôt anciens étaient donc là aussi installés et pas sur le cloud. Donc, voilà, c'est vraiment les deux tendances plutôt end-user à une tendance SI majeure hein, qui nous amène à ce qu'il y ait d'ailleurs autant de bouleversements, y compris sur les acteurs. Hein, parce qu'on n'a jamais eu autant d'acteurs sur l'intranet qui sont apparus, qu'on fait des levées de fonds de malades. Enfin voilà, on est dans la phase, un gros rebirth de l'intranet. Vive l'intranet. C'est ça, l'intranet n'est toujours pas mort. Toujours pas mort. Vraiment quelques mots rapides. Moi, j'ai l'impression que l'intranet, il avait comme vocation initiale de bien diffuser l'information. Or, c'est de plus en plus un outil générique qui inclut aussi la partie collaboration, le travail, en fait, d'une manière générale. Donc, ça devient plus simplement une vitrine riche, ça devient aussi un outil de travail. Et parmi les tendances, je ne pense pas qu'on voit des grosses révolutions fonctionnelles, mais en revanche, je pense que les fonctionnalités existantes vont se redispatcher pour mieux traiter les cas d'usage. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Microsoft. Je pense que l'intranet va se façonner autour de cas d'usage qui sont ceux d'une organisation. Oui, je pense que quand les intranets sont nés, on était encore dans un web assez statique. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et l'avènement de ces nouvelles technologies, on le voit bien dans le monde B2C, c'est que chaque utilisateur est devenu lui-même un média. Et je pense que c'est ça le bouleversement qu'il y a aujourd'hui dans les intranets, c'est-à-dire chaque collaborateur est aussi un média, c'est-à-dire une passerelle de communication au sein de son entreprise. Et cette fonction communication n'est évidemment plus réservée uniquement aux directions de la communication avec des informations uniquement descendantes. On a maintenant des flux de communication à la fois transverses, à la fois en remontée, etc. Et c'est ça l'évolution de l'intranet. L'intranet, c'est aujourd'hui, à mon sens, d'abord un espace de connexion pour le collaborateur central. Et évidemment, ça va vers ce qu'on appelle la digital workplace. Donc, c'est non pas seulement de l'information officielle, descendante, de la ressource statique, mais aussi de l'information localisée, de l'information contextualisée aux collaborateurs et toutes ces facultés collaboratives. Cependant, il ne faut pas, je pense que là où l'intranet n'est pas mort, effectivement, c'est que cette fonction de communication officielle, elle demeure et elle est très importante dans les entreprises et toutes les organisations. Et moi, ce que je vois comme tendance aussi, c'est plutôt que les intranets deviennent des portails, je dirais plutôt ça, même si ça peut paraître complètement bateau comme analyse, des portails d'entrée vers autre chose et aussi composés, souvent on le voit, avec des interfaces très, très personnalisables. Et je pense que la tendance qui revient beaucoup, c'est la tendance du widget qu'on avait vu il y a 20 ou 20 ans peut-être, qui revient en force. Aujourd'hui, tous les outils qui se redesignent au fur et à mesure du temps réimplémentent ces fonctionnalités de widget
personnalisables. Oui, alors conclure sans me répéter tout ce qui a été déjà dit, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que ces widgets, là, nous, on n'a jamais arrêté d'en faire. Hein. C'est vrai que c'est toujours la même chose. Moi, je pense quand même que l'intranet, il y a quand même besoin d'une certaine structure. Alors, ça dépend de la taille des entreprises. Mais je pense que cette capacité éditoriale, parce qu'un intranet, voilà, si on revient à la base Internet, il y a quand même ce côté CMS éditorial qui est vachement important parce qu'on ne peut pas tout mettre toute l'information à plat en fait. Il y a différents niveaux d'information, il y a du transverse qui vient des services, il y a beaucoup de top-down, il y a différents canaux, comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Et puis, je retourne quand même sur l'idée tout à l'heure qu'il faut vraiment pouvoir le mettre à son image. Rien que de manière anecdotique, hein, les noms des intranets, c'est super important. Souvent, c'est une démarche hyper importante d'avoir cet intranet. Et donc, on est dans une phase de réappropriation de l'intranet. Hein. Des fois, il y a des noms super poétiques, hein, comme récemment Air Calédonie, qui ont appelé ça E1, qui est un lieu de réunion au pied du Bagnan où se retrouvaient les anciens pour palabrer et tisser le lien. Voilà, je trouve ça hyper poétique. Et c'est vraiment, c'est ça, quoi. C'est l'intranet, c'est ce lieu où finalement, on va permettre à toute l'entreprise de parler le même langage, malgré toutes les différences de métiers de tous les différents profils. Voilà. Et puis peut-être un autre point, alors par rapport à Microsoft, hein, c'est marrant parce qu'on a souvent ce débat en interne, oui, on travaille avec Microsoft, mais la vision de Microsoft, c'est que la Digital Workplace, c'est Teams. Est-ce que c'est Teams? Est-ce que c'est le portail Jalios intranet? Comment ça se passe, etc. Et finalement, on a dit, mais en fait, c'est aux collaborateurs de choisir. Ce qui est important, c'est de faire en sorte, le point d'entrée, son point d'entrée, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est d'être sûr que quel que soit son point d'entrée, il a accès à la bonne information et la même information. Et je pense que c'est vraiment cette notion-là qui est au cœur hein, de l'intranet aujourd'hui. C'est encore une fois de permettre à tout le monde d'avoir le même niveau d'information et de pouvoir du coup parler des mêmes choses. Bon, il est déjà très tard. On avait un dernier sujet bonus. Si jamais vous aviez une vision sur le futur des technologies collaboratives, bon, Alain, je te donne la parole. Si tu as des choses à partager, après, si les autres veulent participer, si ce sont des choses, on leur donnera aussi la parole. Très, très, très rapidement. Parlons du turfu. Non, mais je vais du coup être. Parler du futur, c'est toujours un sujet qui est compliqué parce qu'en fait, le futur, moi, je dis, il est déjà écrit là. Il est écrit dans le passé des usages B2C. En fait, tout ce qu'on va faire dans le B2B est déjà écrit dans le B2C. Il suffit de regarder ce qui se passe sur TikTok, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans tous ces nouveaux espaces médias déjà pour voir ce qui se passe déjà. Ce que je pense, en tout cas, c'est que ça va être de plus en plus inclusif. Voilà, c'est inclusif. Nos systèmes doivent être plus inclusifs, que ce soit en termes de quel utilisateur est derrière, qu'est-ce qu'il fait, à qui il s'adresse, et moins cloisonné, moins hiérarchique. Et que ça, c'est propre, effectivement, du travail aussi qui se réinvente avec des nouveaux rôles, des nouvelles façons de travailler. Et tout ça, en plus, dans un moment où on voit effectivement que c'est en pleine évolution, même d'importance. Le numérique est devenu central. Donc, en tout cas, le turfu, je le vois, moi, avec plein de bonheur dans les yeux, parce que pour nous autres qui aimons le produit, parce que c'est aussi ça qui nous réunit aujourd'hui, on a vraiment matière à transformer le monde à travers ces outils. Moi, je partage assez ce que dit Alain hein, sur les tendances du B2C vers le B2B. Hein, les réseaux sociaux, c'est arrivé en entreprise, etc. Peut-être que j'ajouterais un petit quelque chose qui est en fait une symétrie des attentions et qu'on se rend compte que tout ce qui est fait en termes de marketing vers l'extérieur, finalement, on le retrouve dans le milieu de l'intranet, de la Digital Workplace, parce qu'en fait, voilà, on parle de cette expérience, de cette expérience collaborateur, et finalement, c'est des expériences qui sont souvent menées par de la communication, du marketing, c'est-à-dire que quand on est sur du B2C, on va vouloir créer cette expérience qui va être engageante avec le futur client, enfin le client potentiel. Et dans l'intranet et la Digital Workplace, là, sur nos sujets, et ben, en fait, on va de plus en plus mettre ça en avant aussi.
voilà, c'est de la marque employeur en interne, c'est beaucoup de… surtout dans un contexte où retenir les talents, ça va être encore plus compliqué. Hein. C'est former, retenir les talents, enfin voilà, c'est les sujets RH auxquels on va devoir faire face, là, quand ça arrive. En 2 mots, je pense que l'automatisation, ça va être une tendance qui va débarquer fort. Et je pense que aussi comment dire, la souplesse, la flexibilité sur les interfaces. Je pense à Notion, par exemple. Des outils comme Notion, on peut vraiment arranger le contenu d'une dizaine de manières différentes. Ça aussi, je pense que ça va être quelque chose qui va arriver. Voilà. D'accord. Voilà. Si je peux rajouter un truc, parce que je porte quand même le sujet chez Jalios, c'est qu'il y a aussi une dimension d'usage un peu plus responsable aussi qui vient. Qu'il faut anticiper. Alors, on nous a beaucoup sensibilisés sur la sécurité, voilà, mais c'est peut-être la fin de l'abondance, entre guillemets. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on accompagne aussi sur des usages peut-être plus responsables de l'intranet, de la vie, voilà, toute cette sobriété numérique. Voilà. OK, oui, tout à fait. Bon, on va essayer de conclure très rapidement sur l'étude elle-même. Alors, effectivement, on a une enquête qu'on vient de discuter. Donc on reprend ces sujets dans un document dédié qui sera proposé à part de l'étude. Il y a une 30aine de pages dédiées à la participation de chacun. Donc un grand merci à vous. Donc une enquête très intéressante sur le marché, l'actualité de la digital workplace. Alors l'étude elle-même, elle va reprendre des extraits de la participation de chacun, donc autour des 5-6 sujets qu'on a vus aujourd'hui. Voilà, donc je vous invite à aller le lire. L'étude est disponible dès aujourd'hui. Et donc, on a évidemment, comme d'habitude, une partie segmentation du marché. Donc, on propose une organisation du marché avec des fiches solutions. Voilà, donc cette segmentation, c'est vraiment un point de départ pour comprendre le marché. Après, il s'agit d'aller voir plus dans le détail les usages qu'on recommande pour chaque solution. Donc, on a 8 grandes familles. Les suites collaboratives, donc on voit que c'est un marché qui est de plus en plus fourni. Donc, on a les historiques tels Microsoft, Google, mais on voit apparaître des acteurs français qui savent faire aussi bien, voire mieux, parce qu'on les voit plutôt dans la partie généraliste, c'est-à-dire qu'ils savent aller sur des usages proposés par d'autres familles de solutions. Je pense notamment qu'il y a au moins 3 solutions qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Ensuite, les intranets collaboratifs. Donc là, on parle beaucoup de ces surcouches, justement, à Microsoft. Très souvent, c'est le cas. Donc, pour proposer cette notion d'intranet à la suite de Microsoft, qui n'est pas proposée, en tout cas pas en totalité par les éditeurs. Ensuite, on a les réseaux sociaux d'entreprise, qui vont parfois bien au-delà des usages purs du réseau social d'entreprise. Donc, c'est le cas de Waller, notamment, qui est une solution beaucoup plus polyvalente que ça. Ensuite, les outils de gestion de contenu, un peu comme les outils, on vient de parler de Notion. Donc en face, on a du Xwiki, du Confluence, les outils de gestion de documents qu'on connaît bien, donc on retrouve les solutions de Microsoft et Google, des produits comme Box, Dropbox qui ont tendance à être un peu plus polyvalents, qui savent faire de la gestion de contenu, de collaboration un peu plus large. Ensuite, la gestion de projet, qui est très représentée, très tendance, je dirais. On a des solutions assez dans le vent comme Monday, qui est quand même très spécialiste de la gestion de projet, mais aussi tout ce qui est métier, donc beaucoup moins de tout ce qui est collaboratif transverse qu'on voit ici. ClickUp, évidemment, qui est très fort sur la gestion de projet, mais qui propose de plus en plus des usages annexes. Et puis WIMI, évidemment, donc, qu'on place encore en gestion de projet, mais qui a des ambitions pour aller plutôt vers les suites collaboratives, un outil qui évolue beaucoup, qui a une couverture de plus en plus large. Les messageries d'équipe, on y retrouve Slack, Teams, évidemment.
Donc Teams qui a un périmètre plus large que le simple chat en équipe. On a Atolia en face qui est une solution, une alternative française, voilà, similaire de Teams. Et puis enfin, un groupe assez spécifique. Voilà, les supports de réunion au sens large, donc on va retrouver les outils de management de visuel, les outils de visioconférence. Voilà, donc chacun avec ses spécialités. Voilà, très rapidement pour la segmentation qu'on propose cette année. Donc après, il y en aura les fiches détaillées pour chaque solution. Donc juste un petit exemple pour faire le tour très rapidement sur les différents indicateurs qu'on propose. Donc on retrouve le graphe d'usage. Donc là, on a 7 macro-usages. On a l'habitude. Voilà, donc l'interaction des collaborateurs. Ici, c'est vraiment l'usage principal pour les réseaux sociaux d'entreprise. La production des ressources, que ce soit des documents ou des contenus, la gestion des connaissances, la communication d'entreprise, donc ça c'est l'intranet principalement, on en a parlé, tout ce qui est intelligence collective, aussi le pilotage de projet et le support du métier. Donc là, le support du métier, pour le définir un petit peu, c'est la capacité de la solution à s'adapter à son contexte, donc proposer des contenus, des typologies de contenus vraiment particulières, du workflow, etc. Donc vraiment capacité de s'adapter au métier de l'organisation. Après, on va retrouver des indicateurs qui vont donner une idée un peu de la souveraineté des données possibles, on va dire. Donc d'une part, la nationalité de l'hébergeur ainsi que la localisation possible des données. Ensuite, juste indiquer si on a droit à l'option on-premise et si c'est un outil open source ou pas. Une indication sur les applications qui sont proposées autour, hein, donc sur le poste de travail, sur le mobile. Est-ce qu'on peut vraiment produire des choses sur ce mobile ou sur le poste de travail, ou est-ce qu'on va juste pouvoir faire de la lecture, etc. Après, différents indicateurs. Sur l'appréciation de la solution, voilà, au niveau de l'interface utilisateur, le degré d'innovation, donc l'évolutivité aussi. Ça va prendre en compte tout ce qui est plugin, connecteur. Et puis on a à nouveau de cette année un indicateur télétravail. Donc ça indique en fait la capacité de la solution à outiller le télétravail. Donc ça prend en compte un certain périmètre fonctionnel, hein, voilà, pour proposer tout ce qu'il faut aux collaborateurs pour travailler à distance. Donc, il y a des basiques hein, comme la visioconférence et le chat, évidemment, mais il y a aussi pouvoir travailler sur ces documents, retrouver l'information de base de l'entreprise, etc. Voilà, on a toujours notre indicateur prix-usage. Donc, c'est un calcul, c'est une analyse du prix public en comparaison avec la recommandation d'usage. Un niveau d'accompagnement qu'on peut recommander pour la mise en place de la solution, et puis savoir si la solution est adaptée à différentes tailles d'entreprise. Voilà, donc un peu ce qu'on propose. Donc le document, voilà, je n'irai pas plus loin. Le document est disponible dès aujourd'hui, donc on retrouve tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, plus l'analyse d'une 50aine de solutions. Donc voilà, merci à tous. Si vous aviez des questions, vous pouvez essayer d'y répondre. Une réponse, mais ça règle pas tout, c'est de créer des canaux thématiques. Donc, quand on a des thématiques bien identifiées, ça rend un peu plus difficile de poster n'importe quoi. Mais ça ne garantit pas du tout la pertinence non plus. C'est juste une première piste. Ouais, je peux peut-être ajouter qu'il c'est assez vague finalement parce qu'il y a plusieurs manières de diffuser l'information dans l'intranet. Hein. Il y a des formats différents. Je pense qu'on les propose tous, hein, mais c'est tout ce qui est flash info pour les trucs vraiment importants qui vont ressortir. Il y a peut-être, c'est classique, mais tout ce qui est carrousel, ça va être plutôt des trucs bien mis en avant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment maintenir l'éditorial parce que si ça devient uniquement comme un réseau social, eh ben, on perd quand même cette idée de collectif et d'essayer de donner du sens à toute l'information quelque part.
Là, on a un canal avec l'intranet de la Digital Workplace où les gens ils viennent parce qu'ils trouvent de l'actionnable sur l'intranet, mais il y a aussi un canal qui est symétrique, qui est que justement l'organisation, elle peut faire passer des messages. Donc voilà, je pense qu'il faut bien différencier les différents types de remontées d'informations, de réussir à bien les structurer pour en faire comprendre l'importance au niveau du collaborateur et après de permettre une personnalisation. Et c'est vrai que dans les espaces, s'il y a des thématiques, eh bien, les gens peuvent s'abonner à ces thématiques et recevoir cette information et pas dans d'autres espaces qui les concernent moins. Donc ça, c'est un levier, c'est de garder, c'est un travail, hein, c'est un vrai travail éditorial, c'est pour ça qu'il faut des équipes. Voilà, ce n'est pas toutes les organisations qui peuvent le faire, mais souvent avec une certaine taille d'entreprise, eh bien, il y a quand même des gens qui sont un petit peu dédiés ou au moins qui ont un petit peu de temps pour structurer cette information. Voilà, ça c'était une première idée. Et puis il y a une deuxième, alors ça me vient comme ça à l'esprit parce que c'est un cas d'usage qu'on présente souvent. C'est en fait sur l'intranet, il y a plein d'informations. Et le petit nouveau qui arrive dans l'entreprise, on lui dit tu n'as qu'à chercher sur l'intranet, c'est formidable, tu as toute l'information dont tu as besoin. Et effectivement, tout y est, mais sauf que la manière de le découvrir est très compliquée. Pour répondre à ça, en fait, il y a tout ce qui est learning ou savoir ou faire des parcours, en fait, pour finalement réussir à découvrir le même contenu, mais de manière accompagnée en mode très pédagogique finalement, et c'est typiquement le parcours du nouvel arrivant. Et dans ce parcours du nouvel arrivant, on peut imaginer qu'à une certaine étape, il y a le mot du président, qui est juste le billet d'actu du mot du président qui a été publié le mois dernier, mais qui réussit à remonter cette information. Donc encore une fois, c'est de la donnée en contexte. Je pense qu'on vit dans un monde où il n'y aura pas moins d'informations, malheureusement. Et cette compétence à traiter l'information, elle est essentielle, et il faut réussir à aider les utilisateurs, effectivement, à découvrir cette information quand ils en ont besoin et en contexte. Oui, non, mais en plus, on a des outils qui vont de plus en plus, enfin, on voit sur le temps réel, alors l'information se perd, donc, et en même temps, les gens n'ont plus forcément l'habitude d'un intranet, donc effectivement, Lionel parlait des canaux, donc oui, c'est aussi une idée déjà de mettre l'information là où elle a sa place, et puis bon, après, c'est sûr que c'est un sujet qui est compliqué à répondre, c'est à la limite à traiter au cas par cas dans chaque organisation. Puis la pertinence, c'est une notion assez subjective aussi. Hein. Oui, aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir ce qu'on appelle pertinent. Ce qui est pertinent pour quelqu'un peut ne pas l'être pour l'autre. Peut-être qu'il voulait dire voilà, d'être noyé un peu dans l'information pour la personne qui cherche. Voilà. Ouais. C'est un sujet qui revient depuis des années. Et les éditeurs travaillent dur pour puissent se retrouver dans leurs produits. Quand même, moi, je vois une tendance, quand même, parce que la question, c'était les tendances. Une des tendances, c'est qu'il y a de plus en plus de liens avec les outils métiers pour avoir des métadonnées. Et donc, ces fameux canaux et des tags, des ontologies, enfin, plein de façons de structurer, qui ont été finalement travaillés dans d'autres outils aussi que les nôtres. Et donc, ça, c'est une tendance. C'est-à-dire que il y a 15 ans, les ontologies, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, de plus en plus, même n'importe quel CRM commence à avoir un début d'ontologie. Donc, après, on s'appuie là-dessus également pour justement affiner l'information et la contextualiser. Donc, ça, c'est une tendance que je vois, y compris avec de l'automatisation, qui était pareil, pas des choses forcément qu'on nous demandait avant. Autour de ces choses-là. Et puis, l'autre pendant, parce que c'est exactement le truc, c'est comme Internet, que fait Internet? Il améliore son moteur de recherche. C'est pareil. C'est le moteur de recherche, je crois, nous, on doit être à la 5e ou 7e évolution. Et pour avoir un moteur de recherche, entre guillemets, de plus en plus pertinent, et comme le dit Lionel, c'est très discutable, la pertinence, c'est jamais absolu. Mais par contre, on sent bien qu'on donne des capacités plus fortes à l'utilisateur. Nous, par exemple, on a ajouté les filtres temps réel, par exemple, dans le search, et que ça change tout parce que ça veut dire que je peux faire clic, 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 et du coup, je vois des choses qui apparaissent et je peux tout de suite décider et jumper sur la bonne info. Voilà, c'est cette idée que le moteur de recherche est aussi la solution face au problème de trop d'informations. Bon, eh bien, il est 4 heures. On va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Puis, voilà, les auditeurs qui ont participé. Merci pour votre contribution vraiment intéressante. Et puis, eh bien, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Thomas. Merci à vous. À tous. Et merci pour l'étude. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.